Bon, eh bien bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Monsieur Art Plastique. Je ne suis pas vraiment habitué à ce genre de prestations en me montrant et en expliquant ce que je vais faire à part devant mes élèves. Mais aujourd'hui, je vais parler de ma chaîne et de ce que j'y fais, c'est-à-dire de présenter des cours que j'applique avec mes élèves en collège, c'est-à-dire cycle 3 et cycle 4. Le but de cette vidéo est de montrer ma méthode de travail, hein, qui n'est pas très originale. Elle est basée sur des connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure des formations et puis de la préparation au CAPES. Euh, Ensuite, ma méthode de travail, ma didactique et ma pédagogie, euh, c'est un exemple, ce n'est pas non plus la meilleure méthode, je pense, hein. On s'adapte tous à nos élèves et on s'adapte tous à nos capacités personnelles. Mais je voulais montrer dans cette chaîne des exemples de cours qui fonctionnent. Je ne mets pas des cours qui ne fonctionnent pas, je ne mets que ceux qui, au fur et à mesure des années, ont été peaufinés et maintenant, on peut dire que ça match. Dans la présentation d'aujourd'hui, je vais donc présenter ma chaîne et la méthode de travail que j'applique. Alors, pour commencer, par rapport à cette chaîne, j'ai l'intention de mettre à peu près le cycle entier du cycle 3 6e, c'est-à-dire 7 séquences, ce qui correspond à peu près à 30 à 32 séances. Étant donné qu'on a dans l'année à peu près 35 séances, qu'il faut compter que la première séance de l'année n'est pas vraiment un cours, que les dernières séances de l'année ne sont pas vraiment des cours non plus, les élèves disparaissent, et également le cross du collège, les jours fériés et d'autres petits aléas qui font que très rarement on arrive à boucler cette séquence. Donc moi je fais 30 à 32 séances que j'adapte en fonction du temps qui me reste et certaines choses des fois sautent en fonction du temps. Pour le cycle 4, j'ai environ entre 18 et 20 séquences qui se répartissent sur 3 années, la 5e, la 4e, la 3e. Ça correspond à peu près à 77 séances. Là encore, pas certain qu'à la fin de l'année, à la fin du cycle, on soit arrivé au bout. Donc, pour ma part, des fois, je fais sauter certains cours ou je raccourcis les séances. Bon, pour la méthode pédagogique que j'utilise, elle n'est pas du tout originale, hein. C'est une méthode que beaucoup de professeurs d'art plastique utilisent. C'est aussi ce qui est beaucoup demandé maintenant aux enseignants, hein, c'est de fonctionner en spiralaire, par exemple avec le travail de Jérôme Brunner, qui a été aussi amélioré dans le domaine des arts plastiques avec Jean-Pierre Astolfi. La vision spiralaire, c'est vraiment l'idée de faire revenir des notions ou des concepts tout au long du cycle et de manière exponentielle. C'est-à-dire que ce que les élèves vont rencontrer, par exemple, avec la ressemblance en 5e, ne sera pas la même chose qu'en 4e et qu'en 3e. Et normalement, une petite marge de progression, hein, la zone proximale de développement, va se faire et donc c'est normalement des exercices ou des expérimentations de plus en plus difficiles. Euh, pour continuer cette méthode pédagogique, il y a toujours dans l'art plastique un objectif d'apprentissage, c'est-à-dire que on doit essayer de trouver qu'est-ce que je veux qu'ils apprennent. Je dois toujours me poser la question de je veux qu'ils apprennent ça parce qu'ils ont vu ça avant et parce qu'ils verront ça après. C'est ce qu'on appelle la progression, hein. Nous, on a une progression, on veut leur faire apprendre des choses, découvrir des choses, mais il faut bien se mettre à l'évidence que pour l'enfance ou l'étudiant, hein, ce n'est pas clair. Ce n'est pas forcément explicite le chemin qu'on leur fait prendre. Mais pour nous, il faut absolument qu'on ait un fil directeur qui nous emmène à la pensée globale du cycle en disant voilà, à la fin de l'année, à la fin de la séance, à la fin du cycle, tel élève saura faire ça.
Donc pour ça, il y a Richard Préjean pour aider à préparer des cours. La méthode d'art plastique que j'utilise n'est pas tout à fait dans la méthode Bloom. Hein. On n'est pas vraiment dans la connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse et évaluation. On va dire que la connaissance, les élèves vont l'acquérir en même temps qu'ils font. C'est-à-dire que c'est le faire qui va acquérir la connaissance. On n'est pas sur du sommatif, on est vraiment dans une formation, sur du formatif, c'est-à-dire que l'élève va apprendre en même temps qu'il fait. Il comprend par rapport à ses erreurs, il comprend par rapport à ce qu'il réussit, et à partir du moment où il est capable de le verbaliser, on considère que dans la synthèse, la verbalisation, il est capable de s'évaluer, d'être en mesure d'avoir appris quelque chose. Donc c'est pour ça que la connaissance, je ne suis pas certain de la visualiser en art plastique comme quelque chose à montrer au début. D'ailleurs, je ne montre moi presque jamais quelque chose en début de cours. Je ne mets pas d'incitation visuelle pour éviter la copie justement. Dans ma méthode pédagogique aussi, on a Bernard-André Gaillot, qui est une référence pour nous, qui est la base du cours d'art plastique, c'est mettre en place un phénomène de contrainte. L'idée de la contrainte, c'est un élément qui va déterminer un apprentissage, qui va provoquer un obstacle et provoquer un questionnement de l'étudiant. Voilà, donc à partir du moment où l'élève se pose une question, il va sans doute avoir besoin de se positionner sur une réponse et mettre en place une créativité personnelle. Alors, je vais donner un exemple, l'exemple classique qu'on donne à certains élèves, c'est-à-dire une séance de 6e avec tout le tableau doit être d'une seule couleur, il n'y a pas de blanc sur la feuille, etc. C'est un élément où l'élève va se dire mais comment je fais pour remplir une feuille d'une seule couleur et qu'il y ait quand même un dessin qui apparaît. Donc il est sur une espèce d'énigme. Alors moi j'aime bien cette méthode-là, c'est-à-dire mettre l'élève en face d'une énigme. On leur donne une feuille de papier, une paire de ciseaux, un bout de scotch, et je leur dis, bon ben voilà, là, essaye de faire la plus haute structure possible, le truc le plus haut que tu puisses faire. Alors on est dans une structuration de l'espace, une mise en volume, et l'élève, il se fasse creuser la tête en disant, mais comment je vais faire pour faire plus haut que le voisin, sans forcer, pour l'obliger à pas ce qu'il me fasse justement un cône avec un tube et dire, voilà monsieur, moi j'ai fait votre sculpture. Donc là, la contrainte, elle va s'incarner en différentes propositions, possibilités. Il y a les contraintes de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire mon travail, il faut que je fasse le plus rapidement possible et le plus qualitativement possible. La contrainte spatiale, je dois prendre de l'espace. La contrainte matérielle, je n'ai pas tous les éléments, les objets ou les outils à disposition. Les contraintes techniques, je n'ai pas le droit d'utiliser ça ou ça. Et ça peut être explicite ou implicite, c'est-à-dire que l'élève peut le comprendre d'office ou le comprendre en le faisant. Il ne faut pas que la consigne par contre soit implicite, c'est-à-dire que l'élève doit déchiffrer ce qu'on attend d'eux. La consigne va être complètement explicite, mais l'objectif d'apprentissage ou la contrainte peut être implicite, c'est-à-dire qu'il s'en rend compte au moment où il est en train de faire en disant « mais monsieur c'est impossible » et en fait on leur dit « si, tu peux le faire ». Donc la contrainte, elle va laisser l'ouverture au champ des possibles. Attention, la contrainte, dans le but de mes cours ou de nos cours, c'est pas que l'élève soit obligé de faire ça. S'il y a un seul type de rendu, on a échoué dans notre préparation de cours. L'objectif justement de la contrainte, c'est quand même qu'il y ait une ouverture des possibles. Quand je dis par exemple à l'élève qu'il n'a que 1 mètre de scotch et une feuille de papier, c'est la contrainte matérielle. Qu'il fasse la sculpture qui monte jusqu'au plafond en s'accrochant au plafond, en s'accrochant sur le mur, en s'accrochant sur la table, en prenant le bord de la table, etc. Ça, c'est totalement quelque chose qu'il a le droit de faire, c'est l'ouverture du champ des possibles. Il ne faut pas le contraindre en disant non, il faut que ça soit collé sur la table, non, il faut que ça tienne en équilibre. C'est bon, il faut que ça tienne, il faut que ça soit haut, point. Voilà, ta contrainte, c'est le matériel, point.
Parce que le but justement, c'est que les élèves autour voient ce que les autres font et qu'à la fin, quand on va verbaliser ça lors de la mise en commun, ils soient capables de dire ah ouais, c'est bien ce qu'il a fait, ah oui, toi tu as fait un truc différent. Et donc on enchaîne sur plusieurs solutions possibles. S'il n'y a qu'une solution pour répondre au sujet, on est dans quelque chose, un couloir, une contrainte, on est dans de l'application, on va essayer d'appliquer une méthode, c'est pas le but des arts plastiques. Euh, Et donc ensuite, on a tout le travail de la consigne, hein, justement. Qu'est-ce qu'une consigne? Comment on la verbalise? Les verbes moteurs hein, qui vont dire tu vas faire ça, vous allez faire, vous allez composer, vous allez imaginer. Des verbes qui vont être simples à comprendre et aussi une phrase qui n'est pas trop longue. Une phrase trop longue, l'élève, au bout de 3 phrases, il vous a lâché. Moi, c'est vraiment, je décompose tout pour que l'élève, il ait sa demande, une éventuelle condition, où est le matériel, quel temps il a, tout ça lui est donné dès le départ. Il n'y a pas de piège en disant tiens, tu ne sauras pas tout. Tout est donné à l'élève. Alors moi, je fais des fiches de travail parce que je préfère leur donner un outil immédiat. Je pense qu'ils sont largement de quoi écrire dans les autres cours. L'art plastique, c'est 1 heure semaine. Si on passe déjà 15 minutes à écrire la consigne de départ, c'est perte de temps. Alors je sais que c'est confortable pour certains enseignants qui sont assis à leur ordinateur et qui attendent que le temps passe. Moi, je veux que ça soit une action de la minute 1 à la minute 60, enfin 55. Vraiment, c'est tout de suite. Vous avez votre fiche de travail, vous lisez. Moi, je prépare le matériel, je vous commence à vous distribuer ce que vous avez besoin. On questionne après sur les éventuelles choses que vous avez trouvées. Je montre en même temps la vidéo. On discute. Donc, il y a une verbalisation de la consigne. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Est-ce que vous avez compris ce qu'on vous demande? Est-ce qu'il faut reverbaliser avec un langage d'étudiant? C'est-à-dire qu'on va leur dire, toi, qu'est-ce que tu en as compris? Si les autres sont un peu dans le flou. Mais si tous les élèves sont en mode galère, c'est que votre consigne, elle n'est pas concise, justement. Donc pour les consignes, vous avez Elisabeth Bautier qui explique ça, et vous avez notre grand Jean Piaget qui aussi met en place le fait que une consigne d'art plastique, c'est manipuler les objets du monde, c'est-à-dire l'objet d'étude, il va être manipulé, ils vont manipuler, et c'est en manipulant qu'ils vont apprendre. Expérimentation ou réinvestissement, hein, c'est dans la manipulation qu'on a l'apprentissage. Apprendre par cœur des choses pour les restituer dans une fiche d'interrogation, c'est pas tout à fait utile pour les arts plastiques. Une autre méthode pédagogique à la fin, bon, ça revient à l'idée spiralaire, c'est-à-dire le réinvestissement. L'élève va, au cours de son cycle, revoir certaines notions, revoir certaines problématiques. C'est pas grave, il va les voir sous un autre angle. Et là, avec Stanislas Dahan, je ne sais pas si ça se dit Dahan, hein, je m'excuse d'avance. Lui, ce qui est intéressant, c'est que il va dire que la verbalisation va être l'élément moteur de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'à l'élève, s'il a fait pour faire sans savoir expliquer, c'est dommage. S'il fait pour faire, mais qu'il est capable de dire moi j'ai voulu faire ça, parce que ça, ou qu'il est capable de l'expliquer à un voisin, il est en phase d'apprentissage et d'investissement de sa connaissance. C'est pour ça que les mises en commun sont super importantes pour nous, c'est même l'élément, je pense, principal, c'est-à-dire que même si on a échoué à son travail, on peut échouer son travail, hein, rater, la mise en commun, l'explication, j'ai voulu faire ça, mais qu'est-ce qui fait que ça a raté? Quelle était ta difficulté? Qu'est-ce que tu as rencontré comme problème? S'il est capable de le verbaliser, il ne faut pas le sanctionner en disant tu as échoué. Tu as échoué, mais tu sais très bien ce que tu as fait. Et si je te redonne 1 heure pour le faire, est-ce que tu ferais autrement? Est-ce que tu réussirais le travail? Généralement, l'élève est capable de dire oui, je ne referai pas pareil, j'ai compris, etc. Donc la connaissance, la compétence, elle est acquise quand même. C'est pour ça que moi, dans ma méthode de travail, hein, spiralaire, c'est que je n'évalue presque jamais le résultat final. Ce que je vais évaluer, c'est la démarche de pensée, c'est-à-dire que l'artiste, enfin l'élève, qui se met dans la peau de l'artiste, hein, il se met dans une phase de création, doit être en mesure de mettre en place son action de création et
le résultat de la fin n'est pas forcément le plus important. Je prends souvent un exemple que j'ai eu il y a 2 ans. J'avais un élève qui était trisomique avec une AVS. Cet élève-là avait presque tout le temps les VR+, la compétence maximale, parce que même s'il avait un problème de graphie, généralement les élèves, ils ont la motricité fine des trisomiques est assez importante, les dessins étaient vraiment très très mauvais qualitativement, les rendus, les représentations étaient très très moyennes, mais quand je le faisais verbaliser, je lui disais qu'est-ce que tu as voulu faire, qu'est-ce que tu as voulu montrer, l'élève était en capacité de dire par rapport à la consigne, j'ai voulu faire ça, par rapport à la demande, j'ai voulu faire ça, et là je comprenais qu'il avait complètement acquis la contrainte, la complexité de la chose, etc. Donc il avait la compétence. Alors que si on attend un résultat final, on peut avoir le plus beau dessin du monde. Les enfants, certains, ont une belle appétence artistique. On a des petits passionnés de manga là, qui vous font des superbes dessins en 30 minutes. Et vous regardez, vous dites, mais ça ne correspond absolument pas à la consigne que je t'ai demandé. Et ils sont là en disant, mais oui, mais mon dessin, il est bien. Ah oui, il est très beau, mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Donc des fois, ils se plantent en faisant des choses jolies ou des choses belles ou esthétiques et que ça n'a rien à voir avec la consigne d'art plastique. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux euh, rassurer les élèves sur leurs compétences où ils ne savent peut-être pas dessiner et que c'est pas grave. En art plastique, je ne te demande pas d'être un dessinateur, d'être un artiste, je te demande de savoir penser. C'est déjà pas mal. Donc, par rapport à cette méthode pédagogique des acquis au fur et à mesure des années, moi je me suis fait un espèce de tableau. Quand j'ai préparé mon CAPES, je me suis fait un tableau comme ça, qui se fait sous forme d'une frise chronologique en fait, le déroulement d'une séance. Alors ce document-là, je vais le mettre en lien Drive en bas dans le commentaire de la vidéo pour que ça soit téléchargeable pour vous. Donc déjà, il y a la temporalité en bleu, le début de cours, la fin du cours, le hors cours. En vert, ça c'est tout ce qui est la posture de l'enseignant. On n'est pas tout le temps de la même posture d'enseignement qu'en début de cours et en fin de cours. On a ce qu'on appelle la posture magistrale, la posture accompagnante, la posture de médiation et la posture d'évaluateur, c'est-à-dire celui qui va évaluer à la fin, mais qui n'est pas forcément l'élément principal de notre métier. Et ensuite, en orange, j'ai mis le dispositif d'enseignement, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en place pour incarner l'enseignement. Alors il y a des fautes d'orthographe, je viens de voir là, donc bon, je vais essayer de corriger ça avant de le mettre en lien. C'est ma grande difficulté, je suis un peu dyslexique, ce qui me met des fois des petites coquilles magnifiques, mais je m'améliore. Et après j'ai mis le cycle 3 et le cycle 4 en bas en bleu, qui sont les rappels de ce qui sont les grands moments de l'enseignement de ce cycle. Dans ma méthode didactique, c'est toute ma petite cuisine personnelle que j'ai faite pour incarner effectivement cette pédagogie. Donc dans ces différentes acquisitions, il y a un outil que j'ai utilisé au début qui m'a beaucoup aidé et que je trouve vraiment très bien fait, c'est Ficol. C'est le tableau innové pour améliorer la qualité et efficacité de l'éducation. C'est vraiment bien pensé, c'est des petites phrases moteurs là, qui nous aident à progresser. Alors après, quand on a acquis ça, c'est pas grave, mais en tout cas, ça aussi je vais le mettre en lien dans la description. C'est vraiment un outil pratique comme tout, surtout pour un néo-enseignant qui veut préparer ses cours. Et aussi sa posture d'enseignant en fait. Ça c'est un autre tableau que j'ai préparé lorsque je faisais mon CAPES. Quand je préparais mon CAPES. C'est la même démarche que la préparation d'un cours d'épreuve de CAPES, mais j'ai enlevé la partie haute en mettant un grand questionnement des arts plastiques. Donc, comment je prépare moi mes cours Alors, les autres professeurs, ils ont chacun leur méthode. J'ai des collègues qui partent d'une œuvre, c'est l'œuvre qui sera le moteur de leur enseignement. Moi qui suis praticien des arts plastiques, j'ai une pratique personnelle, je pars du principe du créateur, c'est-à-dire je pars d'un des grands questionnements des arts plastiques. Donc un grand questionnement des arts plastiques,
C'est par exemple qu'est-ce que l'abstraction, qu'est-ce que la perspective, qu'est-ce que la prise de volume, la prise d'espace, etc. C'est vraiment ça qui va être mon moteur de travail. Alors, donc ça va être un grand questionnement. Je vais extraire des notions plastiques, d'accord, des notions qui sont les notions qu'on connaît tous, hein, perspective, prise d'espace, etc. Je vais essayer de raccrocher un contexte, par exemple quand est arrivée la perspective, une notion d'histoire aussi, une notion technique, quelle est la méthode technique utilisée. J'en fais une synthèse avec les notions qui s'en dégagent. J'essaie de garder les notions principales qui vont être mes outils vraiment que je vais garder. Et je vais extraire mes problématiques. Plusieurs problématiques vont s'extraire et je vais en garder une qui va être celle du tel cycle ou tel niveau. Des fois, certaines problématiques sont connexes, elles vont ensemble, mais justement, dans l'esprit du spiralaire, on va dire, tiens, cette problématique-là est plus simple à comprendre. La problématique suivante, elle est quand même vachement plus complexe pour un cinquième, on va basculer au quatrième ou au troisième. Donc, quand on a développé sa problématique principale, moi, je pars sur un objectif d'apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux maintenant qu'ils apprennent avec ce problème. Donc, par exemple, la notion d'espace ou d'économie de moyens, d'économie de matériaux, sur la fameuse tour qui tient, eh ben, il y a la notion de structure, les notions de portance, les notions d'équilibre, les notions de prise d'espace en 3 dimensions. Et là, ça va vraiment s'imbriquer dans un objectif d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est en quoi une œuvre peut se développer dans un espace vertical. Voilà. Là-dessus, je vais organiser ma séquence. Et ma séquence, ça va être évaluer déjà les prérequis des élèves, c'est-à-dire quel niveau ils ont et qu'est-ce qu'ils sont en capacité de faire, hein, comme j'ai dit dans le développement de la problématique. Si j'ai développé telle problématique pour tel niveau, c'est que j'ai adapté un prérequis nécessaire. C'est-à-dire que je sais qu'ils sont capables de le faire. Si je mets quelque chose de trop compliqué, je vais être dans l'échec. Je vais me confronter aux élèves en disant mais vous ne comprenez pas, je ne comprends pas que vous ne compreniez pas, etc. Non, c'est jamais c'est jamais l'élève qui ne comprend pas réellement, c'est nous qui avons peut-être pas adapté le cours au niveau de l'élève. Même si on veut les faire progresser, il ne faut pas non plus leur mettre une marche qu'ils ne peuvent pas atteindre d'eux-mêmes. Donc en organisant la séquence, elle va se développer sur plusieurs séances. Moi j'ai toujours 1, 2, 3 séances d'expérimentation, une séance de réinvestissement et un bilan final qui reprend tout avec une rencontre plus approfondie avec les artistes qui se sont confrontés eux-mêmes à la notion. Donc les séances exploratoires, une mise en commun, séance exploratoire, mise en commun, séance exploratoire, mise en commun, et on rencontre les notions et les artistes après. À la fin, il y a un réinvestissement de toutes ces notions, de toutes ces mises en commun, et l'élève doit récupérer tout ce qu'il a compris de ce cours, des séances précédentes, pour préparer son dernier projet, son dernier travail, qui sera normalement un petit peu plus complexe et qui reprend tout. Bien sûr, ces cours-là ou ces séances, cette séquence entière, normalement, moi je l'adapte toujours dans l'esprit de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire j'essaie qu'il y ait une temporalité des cours d'histoire par exemple ou d'histoire géo ou de français pour que ça colle, pour que ça matche avec des problématiques qu'ils verront. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ce cours dans un investissement hors du cadre scolaire? Moi j'essaie toujours de réfléchir à ça aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire de ce cours? Bien sûr que ça s'inscrive, cette séance ou cette séquence, dans une progression spiralaire, et aussi qu'ils puissent le rattacher dans le cycle 4 au PEAC, et que s'il a envie d'aller récupérer une des œuvres rencontrées pour l'expliquer via cette problématique-là, avec plaisir de l'accompagner lors de l'oral du DNB. Alors, au fil des années, mes fiches de travail, elles ont progressé vraiment, elles ont vraiment beaucoup évolué.
Et depuis l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir avec une excellente formatrice un cours sur les 10, tout ce qui était dysorthographie, dyslexie, dyspraxie, etc. Et en regardant, en ayant ce cours, enfin cette formation, je me suis dit, à ma fiche de travail, en fait, elle ne correspond pas forcément à ce que peut faire un 10. En tout cas, elle met en difficulté un dyslexique ou un dysphasique ou un dyspraxique. Donc je me suis dit, eh ben, tant qu'à faire, on va faire les mêmes fiches pour tout le monde. Ça sera tout aussi amélioratif pour l'élève dyslexique que pour l'élève lambda. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais me faire ma checklist pour les dyslexiques là. Et je me suis fait tout mon petit récapitulatif de ce qu'il faut éviter de faire et de ce qu'il faut faire pour améliorer une fiche de cours ou une présentation de cours. Donc par exemple ici vous avez ma petite checklist que je vais mettre aussi en lien Drive pour que vous puissiez la télécharger. Ça reprend des éléments assez basiques. Pour un dysorthographique ou un dyslexique, il faut imprimer plus grand, il faut que ça garde toujours le sens de lecture de la droite vers la gauche, éviter les colonnes, faire plutôt des textes à trous, favoriser les réponses à l'oral qu'à l'écrit, proposer un texte avec différentes couleurs par ligne. Alors ça, c'est que pour les dyslexiques et dysorthographiques, etc. On va éviter d'imprimer en couleur pour tous nos élèves. Ne pas pénaliser la qualité visuelle du rendu. Bon, ça, c'est des bases que vous pouvez relire. Et aussi, par exemple, décomposer les activités 1, 2, 3, étape par étape pour éviter que ce soit des textes trop longs et que ce soit trop lourd pour le lecteur. Donc voilà un exemple de ma fiche de cours 2020-2021. Donc par exemple, vous avez vu, bon, c'est en noir et blanc, c'est toujours imprimé en noir et blanc de toute façon, sauf pour les élèves 10. Mais une erreur que je faisais déjà, c'était l'écriture avec serif, ce qui fait que c'est moins facile à lire pour un élève qui a des difficultés de lecture, et un sens en colonne, c'est-à-dire que envers l'élève devait lire la demande, la condition, le matériel, le temps, l'objectif dans un sens, remonter sur la colonne suivante et redescendre. Et ça, c'est vrai, je ne m'étais pas rendu compte forcément, mais que c'était un peu plus difficile pour certains élèves qui souvent ne lisaient que la première colonne et faisaient l'impasse de la deuxième, où justement il y a des aides principales, les aides de vocabulaire, pardon, et les aides de qu'est-ce qu'on va te demander lors de la mise en commun, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de toi. En bas, il y avait toujours la fiche d'évaluation qui n'a pas vraiment changé. Donc la nouvelle fiche de travail que je mets maintenant en place est sous forme linéaire, c'est-à-dire vraiment colonne. On a d'abord la demande, qu'est-ce qu'on attend de toi, le matériel, qu'est-ce que tu vas utiliser, le temps de travail, comment tu vas construire ta séance, l'objectif, moi je le mets clairement, l'objectif, qu'est-ce que je veux que tu apprennes. Alors des fois on me disait tiens mais en fait tu leur donnes des réponses. Non, l'objectif ne donne pas de réponse, mais il donne un schéma de pensée, un champ de pensée. C'est tu vas aller par là, et ce que j'attends de toi, c'est que tu comprennes, par exemple, que tu comprennes que le symbolique n'affecte pas les objets, le message implicite le révèle. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu complexe à lire, mais justement, je ne veux pas leur dire mon but, c'est que tu apprennes à faire ça. Ensuite, vous avez le vocabulaire qui est aussi une aide de compréhension des divers mots qui peuvent être compliqués. D'accord ? Donc l'intime, la symbolique, l'affect, c'est tous des mots qui peuvent être des aides, mais que des fois ils ne maîtrisent pas. Ensuite, la mise en commun, c'est qu'est-ce qu'on attend de toi au moment où on va te faire verbaliser. Quelle question je vais te poser? Je te dis déjà ce que je vais te poser comme question pour que tu ne sois pas piégé en disant mon Dieu, qu'est-ce qu'il voulait de moi? Ensuite, c'est la petite fiche, moi je la fais couper à cet endroit-là et c'est la petite fiche que je récupère. Cette fiche-là, je la récupère à l'arrière du travail où elle reste dans le cahier si c'est un objet volume qui est impossible à évaluer immédiatement sur fiche. Donc la première partie de cette petite fiche, c'est le classique, sa classe, son nom, son prénom. Quand je travaille sur fiche groupe, cette partie-là, 3 disparaît et est basculée
en espace disponible en haut pour leur dire le groupe, s'ils sont à plusieurs élèves ou en travail individuel. Donc là, ça reprend vraiment la phrase en mode réponse à la demande. C'est-à-dire que si la consigne elle est normalement bien rédigée, il peut y avoir une réponse de l'élève rédigée. Par exemple, j'ai trouvé des solutions pour présenter un ensemble de dessins figuratifs que j'adore et qui me sont personnels. Voilà, ça c'était ce qui était demandé dans la consigne première. Là, l'élève répond oui, non. Et ensuite, j'évalue toujours et jamais plus que 2 compétences par séance. C'est trop lourd pour l'élève et c'est trop lourd pour le professeur d'évaluer beaucoup plus de compétences en une seule séance. Vu qu'on va être observateur pendant tout le cours, si on commence à avoir une fiche de consignation qui fait 15 compétences sur les 20 qui existent, ça sert à rien. On va perdre son temps en disant ah oui, alors lui sait faire ça, ah oui, lui sait travailler en groupe. Non. On va focaliser sur 2 déjà. Je sais composer sur ma feuille un ensemble graphique. Alors là, moi, je réécris la consigne. Enfin, je réécris la consigne. Je réécris la compétence. C'est trop lourd pour eux et trop intellectualisé la compétence comme elle est rédigée dans le programme. Il faut la réadapter aux élèves et réadapter au contexte de la demande. C'est la compétence adaptée à la demande, c'est pas la demande qui s'adapte à la compétence. Et ensuite, j'ai les 3 évaluations, j'ai raté, j'ai eu des difficultés, j'ai réussi et j'ai très bien réussi. Donc là, il y a les 2 fameuses compétences qui sont présentées. J'ai rajouté cette année une vérification, c'est-à-dire que l'élève qui est 10 ou même certains autres élèves oublient souvent de vérifier tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont à faire. Ils ne sont pas toujours tout automatisés. Et là, ça reprend, j'ai bien découpé ma fiche d'évaluation, j'ai bien entouré mon positionnement, j'ai bien collé ma fiche sur mon travail. On est sur une auto-évaluation, l'élève est en capacité de répondre à ça, de remplir. La partie basse, ça c'est ma partie à moi pour me repérer lors de ma consignation sur Pronote par exemple de mes évaluations de l'élève. Si le schéma de pensée est bien fait, souvent l'élève est en corrélation avec mon évaluation à moi. Souvent ça match. Souvent ils sont même plus durs avec eux-mêmes que nous. Voilà, donc ça c'est mes fiches de travail. Elles seront aussi disponibles en commentaire des vidéos pour vous aider à carrément les utiliser si vous voulez. Je ne mets aucun droit là-dessus si ça peut vous soulager de certaines difficultés à mettre en place des fiches de travail. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo qui dure 30 minutes, mon Dieu, n'est pas trop longue et pas trop barbante et que ça vous a aidé à vous en tant qu'enseignant et que mes vidéos vont vous aider à vous améliorer. Voilà. Bon, j'espère pas avoir été trop pénible. Je vous souhaite un bon visionnage des vidéos et à bientôt.